Alors, je vais vous demander votre participation parce que vous allez devenir... je dois faire les urgences en rhumatologie pédiatrique et donc je vais vous demander d'être les rhumatologues et donc de prendre votre téléphone portable. J'espère que vous avez tous une connexion Internet et le Wi-Fi. Et donc, vous allez pouvoir voter et jouer à ce quiz. Alors, je vais vous mettre la diapo, juste le temps que je démarre moi aussi. Et je vais vous mettre la diapo où, en fait, vous pouvez scanner le QR code et vous accédez, vous appuyez sur le petit cœur pour dire que vous êtes connecté et on vous verra connecté. Ou sinon, vous tapez menti.com et vous tapez le code. Ben voilà, il y en a qui y arrivent, on voit les petits cœurs qui arrivent. Et donc, c'est anonyme, donc allez-y, il faut participer. Et normalement, grâce au topo du docteur Indjen, du professeur Conepo, de tout le monde, je pense que là, vous allez être très fort. Pardon ? Ça y va les cœurs, oui, c'est chouette. 31, on est bien ? 33. Alors, on attend encore un peu. 34, 35. Ah, il y a la flèche qui gêne, c'est ça. Bon. 40, 41, super. Ça continue à monter, hein, donc j'attends. C'est bon, alors je crois que je stagne à 49, c'est bon pour tout le monde ? Il y en a encore quelques-uns, d'accord, j'attends. « 51, je pense qu'on est bien. 52, super. Bon, donc je pense que 52, on est bon, je pense qu'on a tout le monde. Et donc, je vais vous prendre des cas cliniques, mais c'est un peu la vraie vie. Parce que vous savez que la complexité, quand on est rhumatologue pédiatre, c'est que d'abord, ce sont des diagnostics très cliniques. Et puis qu'on arrive souvent en deuxième, troisième ligne. Donc parfois, les histoires nous sont racontées d'une certaine façon. Parfois, on est inondé d'examens complémentaires, il faut faire le tri. Donc voilà, donc je vous ai raconté les histoires telles qu'elles sont dans la vraie vie. Et on va commencer par quelque chose qui est très à la mode. Je ne sais pas si chez vous c'est aussi à la mode, mais c'est les histoires de PIMS. Alors, donc on commence par cette jeune fille de 11 ans et 4 mois, alors qui présente de la fièvre avec hypotension. Donc c'est une jeune fille qui est d'origine indienne, qui n'a pas d'antécédents particuliers, les parents sont non consanguins, elle a levé très bien jusqu'à maintenant. La seule chose, c'est qu'elle a voyagé en Martinique il y a un mois. Bon, voilà. Mais vous voyez, sa croissance s'est bien passée. Elle a été réglée il y a un mois. Enfin, tout va plutôt bien. Et puis, en fait, fin septembre, elle commence par avoir une petite toux sèche, une rhinite, mais en fait, dans un contexte de comptage intrafamilial où tout le monde fait la même chose. Ils se font des autotests. Bon, c'est négatif. Bon, on ne sait pas comment ils se grattent le nez. Donc, bon, voilà. Et puis, une semaine plus tard... Elle décrit que ça commence par une douleur de la hanche. Mais enfin, il faut toujours demander c'est quoi la hanche pour les gens, parce qu'en fait, elle monte les fesses. Bon, mais elle dit je venais de faire un cours de danse, donc je n'ai pas prêté plus attention que ça. Et puis, 24 heures après, elle commence à avoir de la fièvre à 40.
Et le lendemain, elle commence à être moins bien, elle commence à avoir des douleurs abdominales, elle a 3 épisodes de diarrhée intense, et puis elle est vraiment asthénique. Donc ses parents l'amènent chez le médecin traitant, qui a peur, qui voit une jeune femme fatiguée, tachycarde à 160 par minute. En fait, lui, il appelle le SAMU tout de suite, il s'arrête là. Et donc, le SAMU la remplit, elle va un peu mieux, et puis elle est transférée en réanimation. En réanimation, donc elle arrive, elle est eupnéique, je n'ai plus sa fréquence cardiaque, mais elle est un peu moins tachycarde, elle doit être autour de 120-130. Eux, ils retrouvent cliniquement un abdomen sensible dans son ensemble. Elle a un rash cutané, peut-être un peu au niveau abdominal, mais surtout, ils voient une conjonctivite, une kéylite. Et puis, ils ne trouvent pas de purpura, pas de syndrome méningé. Et puis, quand même, elle n'arrête pas de dire « j'ai mal à la hanche ». Donc, il y a quand même quelqu'un qui l'examine un peu sur le plan articulaire, vite fait, comme ça, et qui dit « oui, c'est vrai, la hanche, elle ne bouge pas très bien. Bon, bah, ça ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on passe ». Et puis, ils font un gaz du sang, ils trouvent des lactates très élevés. Ils font un ECG, ils trouvent qu'elle est tachycarde et qu'il y a un sous-décalage du ST diffus. Et puis, ils font une numération sanguine et ils retrouvent d'abord leur gros syndrome inflammatoire avec une CRP à 140. Ils trouvent une thrombopénie, une lymphopénie. Et puis, ils regardent un peu tout. Le ventre, ils trouvent une iléite. Ils font une écho-cœur. Ils retrouvent une hyperéchogénicité des coronaires. Ils ont un doute sur une myocardite, mais en fait, il n'y a pas vraiment de myocardite. Bon, ils ne savent pas trop bien quoi faire de tout ça. La radio de thorax ne retrouve pas grand-chose de particulier. Il faut une radio du bassin qui est normale. Et là, ils se disent, il y a la lymphopénie. Il y a eu ce rhume, ce contage intrafamilial, elle a eu la conjonctivite, la kéylite, et voilà, donc on nous appelle et on nous dit « Allô, moi je veux faire les corticoïdes, est-ce un PIMS ?» Alors, qu'est-ce que vous répondez? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, il faut y aller, elle n'est pas très bien. Est-ce que vous démarrez les corticoïdes en urgence? Pas facile, hein? Il y en a, oui, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais je comprends. Je comprends que ça... Il y a quand même des gens qui disent je ne sais pas. C'est pas mal. C'est bien. Je pense que c'est important en médecine de savoir dire je ne sais pas. Bon. Donc voilà, bon, donc le réanimateur n'est pas avancé. Très bien. Bon, moi je fais un peu comme vous, cette réponse de Normand, je dis en fait, moi j'aime bien venir voir les patients parce que voilà, moi on ne m'a pas parlé de la hanche en fait, on me parle de cette conjonctivite, cette kéylite, les lymphocytes, enfin bref, je ne comprends pas grand chose à l'histoire et donc je vais voir cette patiente. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pris la patiente en photo, donc j'ai trouvé des photos sur Internet, donc elle n'est pas indienne sur la photo, mais bon, on va y arriver quand même. Et donc, je rentre dans la chambre, et donc la première chose qui me choque, c'est que j'ai une enfant qui est toute rouge, qui a certes une kéylite, mais qui est toute rouge de la tête aux pieds, les paumes, les plantes des pieds. Elle a mal aux articulations, hein, donc elle a, je ne vous ai pas mis l'écho de hanche, mais elle n'a pas grand-chose quand même à sa hanche. Elle a un micro-épanchement à droite, là où elle a vraiment très mal. Et puis, elle a des articulations un peu chaudes, mais pas si limitées que ça, parce que j'arrive à les mobiliser. Et vous voyez, à l'échographie, il y a une petite... je ne sais pas si la flèche marche, oui. Donc, il y a une petite lame d'épanchement ici, au genou, aux 2 genoux. Ici, le noir et le noir. Et puis, il y a un tout petit peu d'épanchement au niveau des chevilles. Bon, voilà. Et puis, on me remonte, parce qu'on tient à me montrer cette numération, et c'est cette lymphopénie. Donc, je regarde cette numération. Effectivement, je vois même une pancytopénie, hein, parce qu'elle a une anémie, elle a une lymphopénie, elle a une thrombopénie, elle a ce gros syndrome inflammatoire, elle a l'hyponatrémie, les triglycérides un peu augmentés, la ferritine un peu augmentée, mais enfin, elle n'a pas non plus un SAM du feu de Dieu. Bon. Alors maintenant que vous l'avez vu, qu'est-ce que vous répondez au réanimateur? Là j'ai 100%. Non, j'ai pas tout le monde qui a voté. Pour vous, c'est évident. Et j'ai oublié de vous dire à l'oral, donc les émocs sont toujours en cours.
on me dit, et la sérologie SARS-CoV-2 est positive, mais la PCR est négative. C'est quoi? C'était écrit, oui, mais j'ai oublié de vous le dire à l'oral, pardon. Donc pour vous, c'est évident que c'est un PIMS, on y va, on met les corticoïdes. Alors, moi, c'était évident que c'était du staphylocoque d'abord, en premier. Il faut faire attention parce qu'il y a un effet mode, et quand même, le choc toxinique, c'est la première chose qu'on doit évoquer. Elle est toute rouge de la tête aux pieds. D'accord, elle a de la fièvre. On vient d'arriver, faut se dire qu'en rhumato, le piège, c'est d'aller trop vite à la maladie rhumatologique qui est quand même rare et que la première chose, c'est infectieux. Et que quand vous avez un enfant comme ça, qui est rouge, luisant, c'était une luciole, alors pas trop parce qu'elle avait la peau un peu foncée, donc en fait, ils étaient passés à côté de la rougeur diffuse du corps, c'est vrai, mais elle n'a pas d'atteinte, en plus elle n'a pas la myocardite, enfin elle n'a pas de choses qui me font dire que vraiment je ne peux rien attendre et je ne peux pas mettre un antibiotique. Bon, moi quand je l'ai vu, j'ai dit oui c'est vrai, si on reprend les critères du PIMS, c'est vrai que elle avait l'âge, elle avait la fièvre, il y avait cette notion de, je sais pas, de comptage familial, mais enfin je pense qu'il y a de la rhinite en permanence tout le temps. Qu'il y a l'atteinte dermatologique, c'est vrai, se voit dans le PIMS, mais c'est vraiment pas très spécifique. Elle avait cette élévation de la CRP, mais dans les critères du PIMS, souvenez-vous, et en rhumatologie, il faut tout le temps le garder en tête, il y a écrit comme critère 5, absence d'infection, notamment de choc toxinique à staph et strepto. Vraiment, parce que ça mime la même chose et c'est trop grave. J'aurais mis des corticoïdes chez cet enfant, je l'aurais tué. D'accord ? Et en fait, en plus, on m'a caché les choses parce que je suis retournée sur l'ordinateur et en fait les mots culture poussaient depuis la veille à Staphylococcus aureus dont on m'avait pas parlé parce qu'on avait décidé que c'était un PIMS et donc que c'était une contamination. Donc en plus ils avaient la réponse, mais l'effet mode, et ça c'est le problème en rhumato, c'est que parfois l'effet mode fait qu'on vous raconte les histoires d'une certaine façon et donc il faut faire attention et il vaut mieux mettre les antibiotiques un peu et puis se dire ça va pas bien et on met les corticoïdes, mais là il n'y avait pas d'urgence vitale à la bombarder de corticoïdes. Ouais, Véronique, tu voulais? Oui, et le staph doré est toujours pathologique, autant l'épidermis, mais le staph aureus, on n'a jamais le droit. Voilà. Mais voilà, il faut faire attention en rhumatologie de pas... Et alors en fait, on l'a traitée pour son staph aureus et elle avait un abcès de la fesse. Peut-être la porte d'entrée, on n'a jamais bien compris la porte d'entrée, mais elle avait, et donc c'est pour ça qu'elle parlait de hanche, mais elle montrait bien la fesse. Il faut toujours leur demander ce que c'est la douleur de hanche, parce que ça vous verrez que c'est particulier, on ne dit pas la même chose. Elle avait un abcès de la fesse. Oui ? Alors, on aurait pu penser à un lupus, c'est vrai, mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas le droit c'est trop tôt, on a J5 de fièvre. Il faut garder en tête que quand même, on n'a pas le droit de penser, moi je crois qu'on n'a pas le droit de penser à une maladie rhumato sans avoir écarté les choses plus fréquentes, parce que le lupus, c'est quand même rare. Mais c'est vrai que si ça avait mal évolué, il aurait fallu se poser la question soit d'un PIM, soit d'une maladie inflammatoire telle que le lupus, tout à fait. Et puis vérifier les choses, aller voir soi-même. Bon, ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, donc ça c'est une patiente de 9 ans et 8 mois, donc qui est d'origine guyanaise, qui n'a pas d'antécédents particuliers, et pas d'antécédents familiaux non plus. Et elle a 3 semaines de fièvre, associée à des arthromyalgies, une éruption cutanée qui est initialement maculopapuleuse, urticarienne, un peu prurigineuse du tronc et des membres, qui est au début un peu fugace, et puis qui après devient fixe, avec une discrète splénomégalie, pas d'arthrite. Alors elle est vue initialement, elle est plutôt en bon état général initialement, donc elle est vue par les médecins traitants qui leur mettent des antibiotiques. Puis petit à petit, elle va pas très bien, donc elle arrive chez Dr Engen justement, et ils font une première prise de sang qui retrouve donc cette anémie.
pas grand-chose de particulier. Elle a une petite thrombocytose, elle a quand même cette lymphopénie, cette ferritine qui est un peu élevée, ce bilan hépatique un peu particulier et cette natrémie. Donc je ne sais pas ce que vous pensez déjà de ce premier bilan. Il nous inquiète un peu. Ouais, c'est ça. Alors elle a été gardée pour un peu plus d'exploration et puis la maman est partie parce que contre avis médical. Et donc elle a un peu erré et elle est arrivée à Bicêtre où effectivement on refait le bilan quelques jours après. Donc le tableau clinique n'a pas changé à part que l'éruption est maintenant vraiment devenue fixe et qu'effectivement l'anémie s'aggrave, la lymphopénie s'aggrave, la ferritine ne fait que monter et vous voyez effectivement les transaminases qui montent, le fibrinogène qui baisse et la natrémie qui baisse. Là, maintenant, je pense que vous êtes très très fort pour dire ce que c'est. Vous avez le droit d'écrire en un mot si vous êtes... sauf si vous voulez crier d'un seul... Voilà. On est d'accord que là, on est face à un syndrome d'activation macrophagique. Alors, on l'a vu un peu tout à l'heure avec Madame Conepo, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire dans ce syndrome d'activation macrophagique? Vous avez le droit à, je crois, 3 réponses. On pourrait faire, la liste est longue, mais chez cette patiente... Alors, 1 mélogramme, je suis d'accord. Ça, c'est la réponse. Plus il y en a qui mettent, plus ça devient gros. Donc, je suis d'accord, le mélogramme. La ferritinémie, ben, on l'a déjà. Hein. Dial-18, oui, c'est vrai. Les virus, merci, ça apparaît en tout petit. Mais j'aurais pensé qu'il serait apparu en plus gros après le topo de Madame Conepo. Les virus, alors pour vous dire, comme elle était passée dans un autre centre, on avait un peu le recul, hein, je vous donne les résultats au fur et à mesure. Donc les hémocultures, parce que personne m'a mis les hémocultures, mais vous avez quand même un enfant fébrile, donc j'espère qu'il a eu au moins 3 hémocultures. Donc les hémocultures ont été faites et sont négatifs. Le bilan viral et notamment le BV était négatif. Et qu'est-ce qu'on m'a mis d'autre? Et vous voulez absolument... le myélogramme. Alors voilà, le myélogramme, il montre une moelle riche, effectivement, il n'y a pas de cancer, c'est toujours très important d'éliminer le cancer. Et il n'y a pas de choses particulières hormis des stigmates de syndrome d'activation macrophagique. Et alors, c'est une fille où on n'a pas trouvé de cancer. A priori, les hémocs sont négatives et je ne vous mens pas, je les ai vus, les virus aussi. Voilà. Effectivement, c'est assez facile maintenant de se dire qu'elle a probablement une maladie de Still avec un syndrome d'activation macrophagique ou une AGI systémique, tout à fait. Bon, on va passer vite parce que ça, maintenant, vous êtes devenus très forts. Et donc, je vous reprenais juste les points parce que le syndrome d'activation macrophagique, il y a des critères qui ont été faits par Ravielli pour particulièrement la maladie de Still. Donc, vous voyez qu'elle les cochait tous avec cette ferritine qui est augmentée, mais qui n'est pas non plus toujours très au plafond comme dans les syndromes d'activation macrophagique primitifs, avec cette thrombopénie, les transaminases, les triglycérides élevés et puis le fibrinogène qui baisse effectivement. Et il faut toujours regarder effectivement la cinétique. Ce qui est important, c'est la cinétique avec ce syndrome inflammatoire qui est toujours là, mais ces plaquettes qui ne montent pas et au contraire qui baissent, et ce fibrinogène qui devrait monter et qui fait que baisser. Et puis, les nouveaux critères qui sont en train d'être validés par Printo, qu'elle avait effectivement, où on n'est pas obligé d'avoir une arthrite. Là, elle avait ce rash érythémateux, alors qui était évanescent au début et qui était fixe après, mais on a l'impression que quand il commence à devenir des SAM très, très bruyants, en fait, souvent l'arthrite disparaît et souvent l'éruption cutanée devient fixe. En fait, ils deviennent vraiment tout rouges. Donc ça, il ne faut pas se faire avoir. Donc c'est possible que ça change. Et puis elle avait les critères mineurs parce qu'elle avait une petite splénomégalie. Elle avait les arthralgies quand même, puisque vous vous souvenez qu'elle avait des arthromyalgies. Donc elle avait les critères pour la maladie de Still. Et donc juste pour reprendre, alors il y a une erreur parce que elle, ah si. Et donc elle a été traitée par corticothérapie
et bien évidemment par Kineret, dont on vous a parlé hier, très tôt. On essaye de le mettre très tôt, et elle, en 3 mois, on a pu arrêter la corticothérapie en 15 jours, et puis en 3 mois, on a pu lui arrêter le Kineret, et elle allait très bien. Et je ne peux pas vous donner la suite de l'histoire, parce que cette maman est partie avec son enfant, et il y a eu des multiples signalements, mais on ne l'a pas retrouvée. Donc je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant. En tout cas, voilà, pour reprendre, ça c'est vraiment l'urgence de la rhumatologie, le syndrome d'activation macrophagique. Il faut savoir le reconnaître, et puis il faut faire attention à l'étiologie avant de se lancer dans le traitement. Savoir si c'est... Il y a 2 questions, est-ce que c'est primitif, est-ce que c'est secondaire? Primitif, vous savez que c'est génétique, c'est très très rare, mais ça survient souvent chez les tout petits. On peut retrouver des antécédents familiaux de décès, de la consanguinité, il peut y avoir des enfants qui sont dysmorphiques ou qui ont des anomalies des cheveux. Et puis dans les causes secondaires, je ne vais pas répéter parce que Madame Konepo vous l'a redit beaucoup, mais chercher les causes médicamenteuses, les causes infectieuses et notamment la leishmaniose, effectivement le paludisme, parce que ça, il faut vraiment traiter la cause pour enlever le SAM, le cancer et les maladies inflammatoires comme le lupus, les maladies de style. Et puis dans les maladies inflammatoires, c'est surtout le NLRC4 qui est une entité particulière qui donne des syndromes d'activation macrophagique. Voilà. Alors on passe à Inès qui a 15 ans. Qui a des douleurs dorsales et sous-costales depuis 1 mois, pour lequel son médecin traitant lui a prescrit du paracétamol et de la kiné. Et puis apparaît une dyspnée d'effort au fur et à mesure. Et puis en fait, elle dit, mais en fait, ça fait 1 mois que j'ai mal au mollet à l'effort, et puis après, c'est devenu permanent. Et donc, elle consulte aux urgences parce qu'elle n'en peut plus. Et en fait, on retrouve qu'elle a un petit fébricule à 38, mais qui était passé inaperçu. Elle est polypnéique, elle a une diminution du murmure vésiculaire jusqu'à mi-champ. Elle a le signe d'Omans positif, vous savez, le ballon du mollet là, qui est perdu. Et puis, on voit une lymphopénie, une thrombopénie relative, des dédimères élevés, puis à l'échographie, quand même, quelqu'un s'occupe de ce mollet qui fait mal depuis 1 mois, et on lui trouve une thrombose. Elle a sa radio de thorax qui retrouve un épanchement pleural bilatéral, un angioscanner qui recherche l'embolie pulmonaire, qui ne retrouve pas d'embolie pulmonaire, et puis devant cet épanchement important, elle a des prélèvements, et donc elle a un liquide citrin avec une protéine dans le liquide pleural qui est à 53, et vous voyez que c'est inflammatoire et majoritairement lymphocytaire. Il n'y a pas d'antigène pneumocoque, l'antigène pneumocoque est négatif, et il n'y a pas de cellules tumorales. Pour vous, le liquide pleural, déjà, c'est quoi? C'est un transsudat, c'est un exsudat? Comment on raisonne? Je sais qu'il y a des pneumologues dans la salle, donc il y a des pneumopédiatres. Et donc, effectivement, déjà, c'est la première question, parce que vous savez que les étiologies ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, vous êtes très fort. C'est un exsudat parce qu'il y a une majorité il y a beaucoup de protéines. Et alors, devant cet exsudat, quelles sont vos hypothèses diagnostiques, sachant qu'on n'a pas trouvé de germe, qu'on n'a pas trouvé de cellules tumorales? À quoi il faut penser? Non, il faut écrire. C'est vous qui proposez. Donc il y en a qui ont dit la tuberculose. Effectivement, la tuberculose, la PCR-BK a été faite. Effectivement, était négative. Donc, tout à fait. Tumorale, quand on a prélevé, si vraiment on ne trouve pas de cellules tumorales, c'est rare qu'on n'ait pas les cellules tumorales dans un épanchement pleural aussi important. Mais c'est vrai que ça faisait partie des choses qui ont été regardées. Elle a des dimères et elle a la thrombose veineuse. Elle a déjà une thrombose veineuse. Merci. Donc, je vois un petit SAPL avec lupus. Alors, c'était une thrombose veineuse, mais c'est vrai qu'on aurait pu. Et puis, elle n'avait pas d'autre chose. Et en fait, quand on l'a interrogée, parce que nous, quand on nous a appelés, donc on s'est dit, quand même, ça peut être un lupus avec un SAPL.
Et donc effectivement, elle avait les anticorps, les anti-DNA, enfin bref, elle avait tous les critères, mais surtout, en fait, personne ne l'avait interrogée. Et quand on refait l'arbre généalogique, ben, en fait, sa grand-mère avait un lupus avec atteinte rénale et était traitée pour une néphropathie lupique. Donc toujours bien penser à faire l'arbre généalogique de ces patients, ça aide beaucoup pour faire le diagnostic. Et donc là, je vous ai mis, c'est pas le but de les relire, mais sachez peut-être quand vous vous posez la question, relire les critères du lupus. Il y a les critères ACR ou les critères de SLIC et sous-pédiatrique avec la part cutanéo-muqueuse, la part articulaire, sérite, rénale et neurologique. Donc elle avait le critère de la sérite. Et puis il y a la part biologique où elle avait effectivement cette lymphopénie. Elle avait les FAN, les anti-DNA, puis elle avait les anticorps anti-SAPL au plafond. Et elle avait le complément qui était bas, donc elle avait tous les critères pour être un lupus, et elle a été traitée par corticothérapie plaquenil, et elle a très bien évolué. Et donc, l'avant-dernier patient, donc on va aller vite parce que lui, on a trouvé le diagnostic, c'était un enfant de 12 ans qui était d'origine caucasienne avec des parents non consanguins, qui n'avait pas d'antécédents particuliers, et qui a été pris initialement pour une spondyarthropathie parce qu'il a commencé par des douleurs dentaises. Puis après, il a fait une polyarthrite diffuse avec des anti-CCP, des facteurs rhumatoïdes au plafond, toujours un petit syndrome inflammatoire, une hyperéosinophilie. Puis vous voyez, il a développé des lésions comme ça, un peu papulonodulaires, qu'on a biopsiées et qui nous ont permis de trouver en fait une forme d'histiocytose très rare qui s'appelle la réticulohistiocytose multicentrique. Peu importe, c'était juste pour vous dire, et donc il y a une maladie rare et qui est difficile à traiter, mais qui se traite un peu comme la GI. Donc on lui a mis des doses d'infliximab, de méthotrexate assez fortes. Et puis il revient à l'hôpital de jour, comme à chaque fois. Il n'est jamais parfait sur le plan articulaire, et cette fois-ci, en fait, il se plaint vraiment de manière anormale de son coude. Il dit vraiment, c'est pas comme d'habitude, il a un coude droit limité, il est douloureux, il est vraiment très douloureux à 8 sur 10, il se réveille tout le temps la nuit, il n'a pas de fièvre, et à l'examen articulaire, c'est vrai que cette articulation par rapport aux autres articulations est un peu rouge, chaude, douloureuse, et quand on fait l'échographie, vous voyez, c'est pas très beau. Alors, est-ce que vous avez un diagnostic? Qu'est-ce que ça vous évoque chez un patient qui est donc sous Rémicade, méthotrexate, qui est toujours un peu en poussée, c'est vrai, mais là, c'est un peu inhabituel. Vraiment, il dit c'est pas comme d'habitude. Vous aimez pas. Vous n'avez pas d'idée. Ouais. Merci. L'arthrite septique. Vraiment, il faut penser, et on n'y pense pas assez souvent quand ils ont déjà un diagnostic rhumato, qu'ils peuvent faire une arthrite septique. Et ce patient, effectivement, quand il a été vu, l'interne n'avait pas fait attention que le coude était rouge et aussi douloureux. Donc ce patient a eu la ponction infiltration. Et puis, en fait, heureusement qu'il avait eu du liquide et on a vu le germe pousser. Et donc, on l'a rappelé. Donc, faites attention. Quand c'est trop douloureux, quand c'est rouge, il y a un problème. Mais de fait, il avait dû se dire qu'il y avait un problème parce qu'il a pris la photo du prélèvement. Et vous voyez qu'on voit du pus. Donc, quand même, il s'était dit que c'était un peu bizarre. Voilà. Est-ce que j'ai le temps pour le dernier cas, Kenza, ou pas beaucoup? Le dernier cas, s'il vous plaît. On a débordé sur sinon, je passe à la conclusion. Allez, conclusion. Hop. Voilà, je suis désolée, c'est difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses dans les urgences que je voulais vous présenter. Mais bref, tout ça pour vous dire que les urgences, la rhumatologie pédiatrique, c'est quand même une maladie rare. Donc il faut, il y a des urgences comme le syndrome d'activation macrophagique, le PIMS, le lupus qui nécessite, et les vascularites qui nécessitent une prise en charge un peu urgente. Mais on a toujours un problème, c'est de trouver le bon équilibre entre aller vite, mais ne pas aller trop vite, pour ne pas traiter une infection ou un cancer par des biothérapies et ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation.